5e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, le président de la République Alassane Ouattara a fait une communication sur le renforcement des bases sectorielles pour la croissance. En marge de la 5e TICAD, les premières dames d'Afrique, dont Mme Dominique Ouattara, ont préparé un symposium sur le thème « Parlons Sida, les défis communs de l'Afrique et du Japon ». La capacité de production et de distribution du principal barrage hydraulique de la ville de Bouaké a été renforcée grâce à un investissement de la Banque mondiale et de la Côte d'Ivoire. Coût d'investissement 1,3 milliard de francs CFA. Hier, la prison civile de Niamey au Niger a été la cible d'une attaque. Le bilan officiel fait état de 2 morts parmi les gardes pénitentiaires. Selon les autorités nigériennes, 3 membres du groupe Boko Haram tentaient de s'évader de la prison. Bonsoir à tous. Merci de choisir le journal de RTI 1 pour vous informer. Direction le Japon où se déroule la 5e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Le président de la République, Alassane Ouattara, qui prend part à la conférence, a fait une communication aujourd'hui sur le renforcement des bases sectorielles pour la croissance. Le président Alassane Ouattara a indiqué que l'intégration est une nécessité pour le développement du continent. Le reportage de notre envoyé spécial au Japon, Abiba Dambele Saoui. C'est un véritable cours magistral que le président Alassane Ouattara a donné à l'assistance composée de chefs d'État, de ministres, d'officiels japonais et d'universitaires. Cet exposé a porté sur les sources de la croissance en Afrique. Le président ivoirien, reconnu dans le monde pour son expertise économique, ses analyses a indiqué que la croissance en Afrique va connaître une légère décélération avant d'être relancée très rapidement en 2014. Et pour surmonter ce défi, les leaders africains devraient mettre l'accent sur 4 priorités. Les échanges intracommunautaires et les financements de grands projets d'infrastructures, le développement des ressources énergétiques, la modernisation de l'agriculture et enfin le développement humain, indispensable à la mise en œuvre de ces politiques. Et bien évidemment, l'aide du gouvernement et du secteur privé japonais sera d'un apport déterminant pour atteindre ces objectifs de croissance. L'intégration est essentielle pour accélérer notre croissance parce que de tout temps, il a été donc remarqué par les économistes que le commerce est le moteur essentiel de la croissance. Et c'est ce qui nous amène à penser à un certain nombre de grands projets d'infrastructures. Ces grands projets d'infrastructures ont l'avantage de stabiliser la croissance, c'est-à-dire nous assurer qu'une croissance démarrée ne fléchit pas, mais également donner les voies et moyens donc, de la circulation des biens et services. L'énergie est également une source essentielle et c'est pour cela que nous avons mis l'accent sur le développement du secteur énergétique dans notre pays et aussi dans la sous-région. La Côte d'Ivoire a pu augmenter de 30% sa capacité de production ces 18 derniers mois et compte le doubler depuis 2015. En parlant de croissance, on ne peut pas oublier en ce qui concerne mon pays l'agriculture, parce que l'agriculture a été la véritable source de croissance au cours des 5 dernières décennies. La Côte d'Ivoire a été reconnue pendant de nombreuses décennies comme étant un pays modèle en parlant de croissance et d'amélioration des conditions de vie des populations. Et l'agriculture permet non seulement donc la réduction du chômage, mais également une agriculture moderne permet d'aller plus loin vers des industries manufacturières. Et quand on regarde d'ailleurs les statistiques au niveau du continent, la Côte d'Ivoire compte parmi les premiers pays en matière de pourcentage de l'industrie manufacturière par rapport au PIB. L'agriculture doit être une source non seulement d'alimentation de la population, puisque nous savons tous à quel point le degré de pauvreté est élevé dans nos pays, mais également une source d'exportation. C'est en cela que nous voulons mettre nous l'accent sur la production de riz, qui est devenue maintenant donc une denrée ordinaire, aussi bien en Côte d'Ivoire dans la sous-région que sur le continent. On ne peut pas parler de tous ces éléments matériels sans parler du développement humain. Et je me réjouis des annonces qui sont faites par le président de la JICA concernant les investissements en ressources humaines, la formation,
Et là également, en matière d'avance technologique, tout le monde connaît donc le rang du Japon. Et nous serions donc heureux que les autorités continuent d'en faire une priorité par rapport à leurs actions en matière de coopération avec le continent africain. Le président Alassane Ouattara a rendu hommage à la Banque africaine de développement qui présidait cette séance thématique, la BAD qui a repris ses financements à la Côte d'Ivoire et a encouragé les autorités japonaises à travers la TICAD à envisager des programmes de financement intégrés et de cofinancement avec la BAD qui a une grande expérience dans tous ces secteurs. On reste au Japon où le président de la République, Alassane Ouattara, a accordé 4 audiences ce dimanche après-midi au président de la SFI, Société financière internationale, qui fait partie du groupe de la Banque mondiale. Ensuite au directeur général de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, et au consul honoraire de Côte d'Ivoire en Asie du Sud-Est. Et enfin, au président béninois, Yahi Boni, avec qui le chef de l'État a parlé d'intégration sous-régionale. Compte rendu de toutes ces audiences avec Habiba Dambili Saoui. Agenda très chargé pour le président de la République, dont l'aura sur la scène internationale ne faiblit pas. Ce dimanche, le chef de l'État a répondu favorablement à 4 demandes d'audience. La première accordée au président de la Société financière internationale, M. Jim Yong Kai. La SFI a fait le point de sa coopération avec la Côte d'Ivoire. Nous avons discuté de ce que nous avons fait ensemble sur ces 2 dernières années et nous avons également parlé de ce que nous voulons faire ensemble dans le futur. Et la semaine prochaine, il y aura une délégation d'AFC qui ira en Côte d'Ivoire et pour le moment, nous sommes très satisfaits de ce qu'AFC a pu faire en Côte d'Ivoire jusqu'à présent, et ainsi que le président aussi d'ailleurs. Puis ce fut au tour du directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, le docteur Graziano da Silva, d'être reçu par le président ivoirien, la FAO, qui veut s'impliquer dans le programme riz en Côte d'Ivoire. I first thank the president for all the support Côte d'Ivoire gives to FAO. Nous avons rencontré le président de la République pour le remercier pour le soutien qu'il nous a apporté personnellement et à la FAO. La Côte d'Ivoire est un pays important au niveau agricole, pas seulement pour la production nationale, mais également pour l'exportation vers les autres pays. Nous avons parlé avec le président de l'initiative sur la production du riz que nous allons engager avec le soutien du gouvernement du Japon dans le cadre de TICAD 5. Et la Côte d'Ivoire sera donc sur la liste des pays qui auront le soutien nécessaire pour le faire. Nous attendons également le ministre de l'Agriculture de la Côte d'Ivoire à la conférence annuelle. Et puis nous sommes en train de recruter des Ivoiriens qui ont l'expérience pour travailler à la FAO. Le président Alassane Ouattara a accordé 2 autres audiences, l'une aux 4 consuls honoraires de Côte d'Ivoire après les États d'Asie du Sud-Est, à savoir l'Indonésie, les Philippines, la cité-État de Singapour et la Malaisie. Ces consuls honoraires ont fait le point de leurs activités au chef de l'État. Et pour clore cette série d'audiences, le président de la République a reçu son jeune frère, le président béninois, Boni Yahi. Avec lui, les discussions ont porté sur les questions d'intégration sous-régionale et sur la sortie de crise au Mali. Après cette série d'audiences, le président de la République, accompagné de son épouse Dominique Ouattara, a pris part au dîner officiel offert par le Premier ministre japonais Shinzo Abe aux chefs d'État et de gouvernement présents à cette 5e TICAD. À l'occasion de la 5e TICAD, un programme spécial a été concocté pour les premières dames d'Afrique. Le ministère des Affaires étrangères, en collaboration avec le Centre japonais pour les échanges internationaux, a organisé un symposium autour du thème « Parlons Sida, les défis communs de l'Afrique et du Japon ». La première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, a pu ainsi partager l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière de lutte contre le sida. Le reportage de notre envoyé spécial, Habiba Dambili Saoui. L'objectif de ce symposium était de contribuer à faire reculer la pandémie du VIH en Afrique. Pour cela, une quinzaine de premières dames ont été invitées à partager leurs expériences. Parmi elles, la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, les épouses du Premier ministre japonais et du secrétaire général des Nations Unies, le maire de Yokohama, les First Lady du Gabon, du Mali, d'Afrique du Sud,
Madame Penui Fifo Pohamba, première dame de Namibie et présidente de l'Organisation des premières dames d'Afrique contre le VIH-Sida. Elle a exprimé sa gratitude aux autorités japonaises au nom de ses sœurs africaines avant d'indiquer que la lutte contre le VIH-Sida est une mission que les épouses des chefs d'État se sont assignées. Elle a demandé à toutes les femmes d'influence présentes à ce symposium de s'impliquer davantage dans le plaidoyer et dans la recherche de solutions durables. Selon l'ONU-SIDA, 8 millions de personnes sont en traitement dans les pays démunis et près de 70% des enfants n'ont pas accès aux soins. Et 13% des femmes infectées par le VIH vivent en zone rurale. Le problème de la stigmatisation a été au cœur des débats et l'expérience japonaise en la matière a été présentée aux Africaines. Des solutions ont été proposées. Cela a permis à la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, de faire le constat suivant. Comme vous le savez, cette réunion a été faite en marge du TICAD avec les autres premières dames et c'était très intéressant d'écouter les témoignages des uns et des autres et de voir aussi qu'au Japon, il y a des préjugés, il y a aussi beaucoup de choses à faire, donc c'était particulièrement intéressant, surtout pour la Côte d'Ivoire. Le symposium a donc été marqué par plusieurs interventions, notamment celle d'éminents chercheurs, les 2 lauréats du prix Hideo Noguchi pour leur recherche sur le VIH-Sida. Il s'agit des professeurs Peter Piot et du docteur Alex Coutinho. Ils ont reçu leur distinction dans la soirée en présence de l'empereur du Japon et de son épouse, l'impératrice, ainsi que des chefs d'État, accompagnés de leurs épouses et des sommités scientifiques invités au Japon. Je vous livre ce communiqué officiel de la présidence de la République. À l'invitation de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, effectuera une visite d'État au Congo du 7 au 9 juin 2013. Historique du fait qu'elle constitue la première d'un chef d'État ivoirien au Congo, cette visite sera une occasion privilégiée pour les 2 présidents d'aborder une série de questions d'intérêt commun d'ordre bilatéral et multilatéral, notamment la redynamisation de l'axe d'amitié et de coopération Abidjan-Brazzaville, l'instauration d'un dialogue politique permanent de haut niveau sur les questions de paix, de sécurité, de développement économique et social, d'intégration africaine et de coopération internationale. En Côte d'Ivoire, ils sont nombreux les tradipraticiens qui s'interrogent à quand l'intégration de la médecine traditionnelle dans le système de santé de Côte d'Ivoire. Le Programme national de promotion de la médecine traditionnelle vient donc d'organiser une rencontre pour en discuter. Les députés ivoiriens interpellés sur le sujet s'engagent à mettre en place un cadre juridique, nous dit Victorine Yaoyopoué. Selon le Programme national de promotion de la médecine traditionnelle, 91% de la population ivoirienne a recours à la médecine traditionnelle pour se soigner. Les cabinets de tradipraticiens enregistrent entre 1000 et 4000 consultations par an, un taux de fréquentation largement au-dessus de celui de certains centres de santé modernes. Et pourtant, la médecine traditionnelle s'exerce toujours dans l'informel faute de loi. Jusque-là, le test devant réglementer la médecine traditionnelle en Côte d'Ivoire est toujours dans le tiroir de l'Assemblée nationale. Donc c'est une grande préoccupation des praticiens de la médecine traditionnelle et aussi de la population. Pour montrer l'urgence du dossier, le Programme national de promotion de la médecine traditionnelle a invité à cette conférence la commission chargée de la recherche de l'Assemblée nationale. Elle est décidée à trouver une solution. Ce que nous conseillons à ces spécialistes, c'est de faire en sorte que les projets de loi qui ont été déposés en 1999 soient réactualisés et de les remettre sur la table des députés à travers, bien sûr, l'exécutif, pour que nous puissions examiner très rapidement ces textes-là. Puisque ce que nous recherchons, c'est que nos parents, nos populations puissent se soigner à moindre frais. Le problème de la médecine traditionnelle en Côte d'Ivoire n'est pas seulement législatif. Il n'existe aucune structure de recherche dans ce domaine, pas de pharmacopée ivoirienne. Le pays compte un seul pavillon de soins mixtes logé au CHU de Treichville, sans oublier le conflit entre les acteurs de la santé. Conséquence,
Au moment où le Burkina Faso et le Mali tirent plus d'1 milliard de francs CFA de la médecine traditionnelle, elle ne rapporte que seulement 150 millions de francs CFA à la Côte d'Ivoire. L'ONG Génération des femmes du millénaire est en campagne. Elle sensibilise pour la prise en charge des femmes malades de fistules. L'ONG Génération des femmes du millénaire invite les acteurs de la santé à s'impliquer davantage dans la lutte contre cette maladie qui touche des milliers de femmes en Côte d'Ivoire. La sensibilisation a démarré à Abobo depuis plus de 3 mois, nous dit Doua de Lazer. Angèle Oulaï, 33 ans, vit dans la commune de Man. Elle a souffert pendant 20 ans des fistules obstétricales. Mais aujourd'hui, grâce à l'intervention de l'organisation non gouvernementale GFM3, Génération des femmes du 3e millénaire, cette maladie est un mauvais souvenir pour elle. Avant, j'étais malade, je pissais dans ma cellule seulement. Parmi mes camarades, je sentais. Mes parents disaient que je suis sorcière. Et aujourd'hui, grâce à GFM3, je suis guérie. Pour la présidente du GFM3, Honorine Veilly, la célébration de la première journée internationale pour l'élimination des fistules obstétricales est l'occasion d'inviter les autorités administratives et sanitaires à s'investir dans la lutte contre cette maladie considérée par la femme comme la maladie de la honte. La fistule obstétricale reste méconnue. Et c'est les femmes pauvres, les femmes qui n'ont pas de moyens qui en souffrent. Donc, il n'y a pas de honte à cacher une maladie. Ça sera même très grave si ça se cachait. Donc nous les invitons à venir. C'est pour cela que nous avons mis notre 2e bureau d'Abidjan à Bobo, pour que nous soyons proches de la population. Donc nous voulons que ces femmes-là viennent à nous pour qu'on parle entre femmes, si elles veulent, pour qu'on les forme, pour qu'elles sachent ce que c'est que la maladie, comment la guérir, comment la prévenir. En Côte d'Ivoire, plus de 5000 femmes en souffrent, selon le rapport de l'UNFPA. L'ouest du pays est la zone la plus touchée par la maladie, avec 1000 cas, dont 500 identifiés et pris en charge par l'ONG GFM3. Le vendredi dernier, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a eu une séance de travail avec des responsables du groupe TWAX, un groupe spécialisé dans la location de matériel opérationnel aux entreprises. Ce groupe a signifié au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan sa volonté de contribuer au projet de construction de salles de classe en Côte d'Ivoire. Le reportage du Gavibli. La construction de salles de classe, c'est le sujet principal évoqué à cette audience. Signe de l'intérêt du sujet évoqué entre le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et les responsables du groupe franco-marocain TWAX, la durée de l'audience environ 1 heure de temps. La mise en œuvre du projet favorisera la création de nombreux emplois, selon les hôtes du Premier ministre. L'audience concernait le projet de développement de salles de classe sur l'ensemble du territoire de Côte d'Ivoire, associé à l'implantation d'une ligne de production locale, qui permettra d'accélérer justement ce déploiement de salles de classe, mais aussi de créer de l'emploi localement. Je ne peux pas encore vous dire quelle sera l'évaluation, mais nous trouverons les investissements, oui. Les présidents des universités et grandes écoles publiques de Côte d'Ivoire dénoncent le retour de la violence à l'université. Réunis à l'université Nangui à Brogua, ils se sont exprimés au micro de notre reporter Victoria Oyopoué. La violence a refait surface à l'université. Les incidents qui se sont succédés ces 2 derniers mois ne sont que la preuve de ce constat. Rappelons l'affrontement le 16 mai entre étudiants de la FESI et ceux du CSI, faisant plusieurs blessés graves. 3 jours avant, le ministre de tutelle, Cissé Ibrahima, était pris à partie par des étudiants mécontents à l'université Félix Houphouët-Boigny. Ces faits qui ternissent l'image de la Côte d'Ivoire et amène à désespérer de notre système d'enseignement supérieur de recherche scientifique ne milite pas en faveur de l'élection d'une seule de nos universités dans le top 100 du classement des universités africaines. Nous, responsables des institutions d'enseignement supérieur public, interpellons les autorités et les différents acteurs du monde universitaire à faire preuve de vigilance, de fermeté face aux violences de toute nature afin d'éviter les métastases dans nos institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. Demandons un renforcement de la sécurité des biens et des personnes dans les universités et grandes écoles.
Les institutions de l'enseignement supérieur public invitent par ailleurs les parents à s'impliquer davantage dans l'éducation de leurs enfants en vue de prévenir toute forme de violence dans les universités. Un chapitre religion dans cette édition. Des femmes musulmanes réunies à l'occasion de la journée de l'enfant musulman organisée samedi à Yopougon, Niangon Sud, ont prié pour les élèves en classe d'examen et pour l'insertion professionnelle des diplômés. Cette séance de prière est organisée pour aider les enfants à affronter les examens avec sérénité et dignité, a souligné la présidente du bureau central de l'Association des femmes musulmanes de Côte d'Ivoire, Aya Tata Traoré. Des prières de bénédiction et des conseils ont été formulés par l'ensemble des autorités spirituelles présentes. Le ministre de la Communication, Afoussiata Bombalamine, marraine de la cérémonie, par le biais de son représentant, a exprimé son soutien aux femmes musulmanes de Niangon pour leur initiative. Le gouvernement de Côte d'Ivoire et l'ONUCI viennent de signer un accord pour renforcer la coopération entre l'armée ivoirienne et l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Le témoignage de Mamadou Kouassi. En présence de la hiérarchie des forces ivoiriennes ainsi que celle de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi, pour la partie ivoirienne, et le représentant spécial secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire, Bert Conders, pour le compte de l'ONUCI, ont paraphé le document qui définit le nouveau cadre de collaboration entre la force onusienne et les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Il était important que, compte tenu des mouvements que nous avons opérés sur nos territoires, face aux différentes menaces, que nos amis, nos partenaires, les forces de l'ONUCI s'adaptent à ce découpage. Cet accord est le signe de la volonté des deux parties de renforcer leur coopération en vue d'une meilleure efficacité dans la conduite des futures actions sur le terrain, poursuit le ministre en charge de la Défense. Pour le représentant spécial secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire, Bert Conders, il y a des avancées au plan sécuritaire, mais aussi des défis qui pourraient être relevés par cette convention, qui ouvre de nouveaux champs dans la coopération entre les deux forces. On va travailler pas seulement sur le niveau national, mais aussi décentralisé. Ça peut avoir des éléments de formation, des discussions sur des opérations difficiles, sur la coopération dans le contexte de restructuration des secteurs de sécurité. Il faut noter que Bert Conders quitte bientôt la Côte d'Ivoire pour le Mali, où il vient d'être nommé à la tête de la mission des Nations Unies. Les administrations des douanes de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et du Mali vont bientôt passer à l'interconnexion de leur système informatique. Une rencontre régionale pour discuter du projet vient de se tenir à l'école des douanes, ici à Abidjan. La rencontre, qui a duré 3 jours, a vu la participation de représentants de l'Organisation mondiale des douanes. Lassina Ouattara, un reportage. Une ambulance. Elle fait désormais partie intégrante de l'ère sanitaire de Daïli. Nous sommes dans le sud-ouest, dans la région de la Nawa, à plus de 110 km de Soubré, la capitale régionale, et à 50 de Méagui, le chef-lieu de sous-préfecture. La joie a fait place à la douleur d'il y a quelques années. Le chef du village, Koulibaly Niyala, qui a donné 1 hectare de sa portion de cacao, a eu une crise hypertensive. Nous avons évacué. Malheureusement, il n'y avait pas moyen de déplacement. Ce n'est qu'à 4h du matin, de 23h jusqu'à 4h du matin, qu'on l'a mis dans la Dina, dans des conditions difficiles. Il est mort à mi-chemin. Voilà qui explique la mobilisation des populations de Daïli et la chaleur de l'accueil réservé aux donateurs. Membre de la plateforme de partenariat public et privé du Café Cacao, avec à sa tête Mme Touré Massandé, épouse Litse, directeur général du conseil du Café Cacao et présidente de la dite plateforme. Temps fort de cette journée de célébration de la vie, comme souligné par l'un des donateurs, la remise des clés de l'ambulance, les échanges d'allocutions, mais surtout le rappel de la démarche de la plateforme de partenariat public et privé. La particularité de ce projet, c'est que les populations elles-mêmes contribuent au financement du projet. Elles étaient initialement obligées de contribuer à 10%. Le Conseil du Café Cacao a souhaité alléger la charge financière de ces populations. C'est ainsi que Mars contribue pour 45%, les populations elles-mêmes pour 2% et le Conseil du Café Cacao pour la différence. Épousant cette approche, les populations ont souligné leur gratitude aux donateurs avant d'indiquer les prochains besoins à réaliser. Nous sommes restés ici enclavés. Donc nous voulons que nous soyons désenclavés.
Donc nous voulons le refaufilage de notre route parce que nous avons un pont cassé et cela est notre handicap. Avant la remise des clés de l'ambulance pour le bénéfice de 22 000 habitants de Daïli, tous cacaoculteurs avec une population sensible de plus de 700 enfants de 0 à 11 mois, les membres de la plateforme ont posé la première pierre de l'école primaire publique de Petit Béoumi. Une école de 6 classes avec bureau du directeur entièrement équipé et disponible dès la rentrée prochaine. Voilà, et nous étions plutôt dans la région de la Nawa avec Noël Nyagno qui nous proposait son reportage sur ce don d'une ambulance au centre de santé de Daïli. Le reportage de Lassana Ouattara nous sera proposé dans nos prochaines éditions. Les ménages à Bouaké peuvent pousser un ouf de soulagement avec l'amélioration du système de distribution de l'eau. Plusieurs quartiers de la ville n'étaient pas alimentés, mais cela fait partie désormais du passé. La capacité de production et de distribution du principal barrage hydraulique de la ville a été renforcée grâce à un investissement de la Banque mondiale et de la Côte d'Ivoire. Coût d'investissement 1,3 milliard de francs CFA. À Bouaké, capitale de la région de Gbeke, les nombreuses coupures d'eau créent d'énormes désagréments aux populations. Pour mettre fin à cette situation, le ministère des Infrastructures économiques a décidé d'augmenter la production d'eau. Aujourd'hui, nous sommes sur la Loka parce que, tout simplement, les travaux de rénovation prévus dans le cadre de ces projets purs viennent à terme. Et il s'agit maintenant de brancher les nouvelles installations sur les anciennes conduites pour atteindre les améliorations escomptées. La plus grande usine de Bouaké passera à 25 000 m3 jour. Et les besoins de Bouaké sont autour de 30 000 m3, plus la production du camp qui fait autour de 7 000 m3 jour. On va atteindre facilement 32 000 m3 jour, c'est-à-dire qu'on doit être au-delà même des besoins de la ville de Bouaké. Ces travaux financés par la Banque mondiale et l'État de Côte d'Ivoire à hauteur d'1,3 milliard de francs CFA vont mettre fin au calvaire des populations. Les travaux débutés la semaine dernière ont même obligé l'exploitant de l'eau en Côte d'Ivoire, la SODECI, à interrompre la distribution de l'eau dans la moitié de la ville. Une situation fâcheuse, certes, mais nécessaire. Pour ce qui est de la cartographie, déjà la D7 en eau potable était un peu perturbée déjà dans les quartiers de Sokora, Belleville, alors la zone hippodrome et aussi une partie de Dar es Salaam. Alors aujourd'hui, ces travaux vont nous permettre de pouvoir gagner 5 000 m3 jour en plus de ce qu'on gagnait habituellement. Donc ce regain de production permettra d'améliorer la D7 dans l'entièreté maintenant des localités de la ville de Bouaké et aussi des localités satellites qui sont alimentées par la ville de Bouaké. Depuis donc ce mercredi, l'eau coule à nouveau dans les robinets au grand bonheur des populations de Bouaké. Le reportage de Kader Sogodogo était commenté pour vous par Brahima Doumbia. On l'a appris hier, la prison civile de Niamey au Niger a été la cible d'une attaque. Le bilan officiel fait état de 2 morts et 3 blessés parmi les gardes pénitentiaires. Selon les autorités nigériennes, 3 membres du groupe Boko Haram détenus dans la prison ont tenté de s'évader, mais ces derniers ont vite été maîtrisés. Le calme est revenu à Niamey après la panique créée ce samedi par la tentative d'évasion de 3 prisonniers. Membres de la secte islamique Boko Haram, inculpés pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, les 3 hommes étaient détenus depuis plus d'1 an à la maison d'arrêt de Niamey. Samedi, aux alentours de 15 h, ils ont abattu 2 gardes et en ont blessé 3 autres. L'échange de tirs a duré 45 minutes. Les 3 assaillants ont été maîtrisés. L'enquête ouverte a été confiée directement au service central de lutte contre le terrorisme. J'ai décidé moi-même de saisir d'ores et déjà un juge d'instruction pour commencer l'enquête. Les 3 hommes ont été rapidement arrêtés. Reste à savoir comment ont-ils pu se procurer l'arme automatique qu'ils ont utilisée contre les gardes. Autre question, ont-ils reçu de l'aide? Des témoins racontent en effet avoir entendu des tirs à l'extérieur de la centrale. Le Niger est désormais en guerre. Nous avons besoin de on va dire, du sens de responsabilité de nos compatriotes pour mener cette guerre avec beaucoup d'engagement mais avec beaucoup de sérénité. Ces propos s'expliquent par la tension qui règne en ce moment dans le pays. 2 attaques revendiquées par des groupes djihadistes ont eu lieu fin mai dans le nord du pays.
Ces attentats suicides, les premiers de l'histoire du pays, avaient fait une vingtaine de morts. Ce rappel, avant de nous séparer, le président de la République, Alassane Ouattara, poursuit son séjour au Japon où il prend part à la 5e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Le chef de l'État a fait une communication aujourd'hui sur le renforcement des bases sectorielles pour la croissance. C'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de votre attention.